Un agent immobilier qui m'appelle pas en premier, je ne vais pas voir l'affaire. Alors j'en loupe, je pense, des affaires. Mais par contre, quand je fais une affaire, souvent elle est bonne. Et je suis pas stressé par le fait de me dire on va faire des enchères avec un autre marchand. Non, j'ai pas le temps pour ça. Appelle-moi. Si je te dis oui, on va au bout des choses. Si je te dis non, ça sera non. Hello à tous, c'est Maxime. On se retrouve comme chaque mercredi à 10h dans ce podcast qui a pour vocation à éclairer et faire gamberger les entrepreneurs qui l'écoutent. Pour me présenter, j'ai 21 ans, je suis entrepreneur et investisseur dans l'immobilier. Et au quotidien, j'accompagne aussi des entrepreneurs comme vous à investir dans l'immobilier. En effet, j'ai un accompagnement qui aide les entrepreneurs à investir dans leur premier investissement locatif de A à Z et il est garanti au succès de l'opération. Juste avant de vous laisser avec l'épisode du jour, je tenais à remercier Blanc et son cofondateur Simon qui m'accompagnent sur le podcast. Blanc, c'est un compte bancaire qui facilite la gestion financière des indépendants. D'ailleurs, Simon est intervenu lors du 11e épisode du podcast que je vous invite évidemment à écouter après cet épisode et que vous pourrez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Vous êtes aujourd'hui des dizaines d'auditeurs à avoir testé Blanc et à en être pleinement satisfait, à avoir une application qui vous aide sur votre gestion financière au quotidien et je vous remercie d'ailleurs pour les retours que vous nous avez faits. Pour tous ceux qui ne sont pas encore inscrits, je vous invite à consulter le site de Blanc, www.blanc.app. On se retrouve à la fin de l'épisode. Bon visionnage! Et on se retrouve avec Fabio. Merci Fabio de revenir dans le podcast puisque pour les auditeurs qui voient cet épisode-là, on a enregistré un épisode ensemble hier et juste avant que tu partes, on demande à Nolwenn qui s'occupe de tout le montage des podcasts d'essayer et la piste audio n'était pas enregistrée. Une question de formatage de carte SD, on maîtrise pas encore bien tout cet aspect-là, mais tu nous fais le plaisir de revenir. Merci beaucoup, c'est très gentil. On va beaucoup parler des choses dont on a parlé hier, mais on fait cet exercice-là pour les auditeurs. Est-ce que tu peux te présenter du coup simplement, comme tu t'es présenté hier, Pas de souci. en quelques mots à nos auditeurs? Ok, alors moi je m'appelle Fabio, j'ai 23 ans, j'ai plusieurs activités. Donc j'ai la première activité qui prend la plupart de mon temps, c'est le métier de marchand de biens. À côté de ça, j'ai une autre activité qui est donc coordinateur de travaux, suivi de travaux pour des clients particuliers, professionnels. Ça peut être des marchands, ça peut être tout le monde. Et ensuite, j'ai une troisième activité qui, celle-là, est en train de partir peu à peu parce que mon temps, je peux pas être de partout, qui est la location de bateaux. Voilà. Écoute, on va y revenir dans la deuxième partie du podcast. On va en parler ensemble parce que ça m'intéresse énormément. T'es marchand de biens, je le suis aussi. Il y a plein de choses sur lesquelles j'ai envie de creuser. Avec toi, on a des secteurs qui sont aussi très différents. Si on revient quelques années en arrière, est-ce que tu peux nous expliquer qui était Fabio quand il était à l'école ou même plutôt au collège-lycée? Alors Fabio, c'était quelqu'un échec scolaire total, très compliqué, un gros problème avec l'autorité et le système scolaire. Donc j'ai très vite décroché de l'école. C'est-à-dire que mon parcours, j'ai fait un collège public. Ensuite, derrière, j'ai eu pas l'opportunité, mais je devais choisir où aller. Je savais pas où aller. J'ai été voir une conseillère d'orientation. Et donc, du coup, cette conseillère d'orientation, après qu'on ait discuté pendant 1 heure, elle m'a dit que je devais aller vers un CAP dans le jardin. Donc elle m'a envoyé vers une école et ça a été le premier déclic de ma vie, comme je te disais hier, parce que cette école-là, donc je suis arrivé, je fais le tour de l'école, c'était très bizarre, c'était pas une école, c'était des bungalows dans une forêt, je comprenais pas trop ce que c'était, et en fait j'ai compris que c'était une école où il y avait de la réinsertion pour prisonniers. Ouais, donc t'étais tombé bien bas là. Ouais, là j'étais tombé bien bas, comme je te disais hier, là j'ai dit waouh, là j'ai pris un coup, je comprends pas pourquoi elle m'envoie ici. Donc derrière j'ai eu une solution, ça a été de faire un bac pro. Donc t'es pas resté longtemps du tout dans cette école-là? J'ai pas été du tout même. Okay. J'ai juste été visiter et bon, j'ai pris vraiment un coup après ça. Donc j'ai fait un bac pro génie climatique qui a duré pas plus de 3 semaines parce que comme je te disais aussi, je me suis fait virer au bout de 3 semaines. Et donc derrière, j'ai fait un CAP plombier, parce que mon père est plombier. J'ai fait un CAP plombier pendant 2 ans et voilà. Donc tu as travaillé avec lui dès le début? Exactement. Je travaillais avec lui pendant 2 ans, donc je faisais 3 semaines de travail et 1 semaine d'école. Ok, donc en apprentissage. C'est ça. Comment ça s'est passé si tu es avec nous dans le podcast et que tu nous as dit que tu étais marchand de biens? C'est que t'es pas plombier, t'as pas ouvert une boîte de plomberie, une boîte de plomberie, non, t'as non. pas rejoint ton père, etc. Comment s'est passé déjà le travail en famille et la plomberie en particulier?
Alors, le travail en famille, j'ai la chance d'avoir une bonne relation avec mon père. Donc, ça se passait assez bien. Mais disons que je me permettais des choses que je ne me serais pas permis avec d'autres patrons. Donc, un petit peu compliqué. Et lui aussi devait accepter des choses qu'il n'accepterait pas forcément avec d'autres personnes. Après ce métier-là, donc, je partais au travail le matin, j'étais pas content, ça me plaisait pas. Je kiffais pas du tout ce que je faisais. Mais par contre, avec du recul, ça m'a vraiment appris, comme je te disais, à voilà, vraiment savoir parler aux gens qui travaillent sur un chantier, voir comment ça se déroule, et puis connaître un petit peu le métier de la plomberie, parce qu'en 2 ans, on n'apprend pas tout, mais on connaît un petit peu le métier de la plomberie, de la clim, et du coup, beaucoup plus simple maintenant dans mes projets. J'imagine que tu travaillais quand tu étais en apprentissage avec ton père pour des personnes qui étaient investisseurs, marchands de biens peut-être aussi. Exactement, exactement. Donc, je travaillais pour des investisseurs, pour des marchands de biens. Et donc, déjà, de là, ça m'a un peu tatillonné. Je me suis dit, c'est fou ce qu'ils font. On part de rien. Nous, on arrive vraiment au début du chantier où il n'y a rien et on arrive à faire des choses magnifiques. Et ça m'a vraiment plu. Et j'ai dit, c'est ce que je vais faire. Ok. C'est ce que je vais faire. C'est là que tu as eu le déclic par rapport aux marchands de biens? Alors, c'est pas forcément à ce moment-là que j'ai eu le déclic, parce qu'en fait, donc après ça, une fois que j'ai terminé mon CAP plombier, j'ai eu l'opportunité d'être agent immobilier. C'était en 2018 ou 2019, donc c'était pas vraiment la hype des agents immobiliers où tout le monde voulait faire agent immobilier, il n'y avait pas tous les mandataires, tout ça. Euh, et en fait, à ce moment-là, j'étais pas forcément dans une bonne période de ma vie, donc ça a pas forcément accroché avec l'IMO, parce que j'ai fait une seule vente en 9 mois. Mais par contre, ça m'a permis à moi d'acheter mon premier appartement, de le rénover moi-même et de le revendre. Donc ça, c'est vrai que ça a été le plus de tout ça. Et à partir de là, c'est là où ça a commencé. Donc c'est là que vient le déclic. C'est là, Sur c'est cette vraiment... première rénovation. Comment ça se Exactement. passe? Tu peux nous parler un peu des chiffres sur cette première rénovation, sûr. de comment tu sources le projet, combien tu l'achètes, combien tu le revends? Alors en fait, comment ça s'est passé? C'était une dame qui avait loué pendant 25 ans son bien. Et j'ai un collègue de l'agence qui rentre ce bien-là. Et je lui dis, bah écoute, ça peut m'intéresser. Donc pour te dire, j'avais jamais pensé à acheter d'appart. Et en fait, un jour avant, je me dis, il faut que j'achète un appart, il faut que je sors de ce cercle qui est pas bon parce que j'étais pas bien. Il faut que je trouve une solution. C'est un appartement. J'ai 19 ans, j'ai 18 ou 19 ans. Il faut que j'aille, il faut que je l'achète. Donc je fais une offre vraiment cassée. Donc je fais une offre à 79 000 euros. Ok. Il était dans quel secteur cet appartement? Il était à côté de Cannes, mais Ok. dans une ville vraiment pas top. Pour te dire, j'étais en rez-de-jardin, je descendais, on avait l'impression d'arriver dans une cave. J'avais une maison abandonnée et squattée en face. Je sais Ah pas ce que ouais. j'ai avec les squats, on en reparlera, mais il y Ouais. a que ça autour de moi. Donc j'avais une maison abandonnée et squattée en face et j'étais exposé plein nord. Ouais. Donc je peux te dire, quand j'ai emmené ma grand-mère, une fois que l'offre elle était acceptée, et ma mère, elles m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas jamais le revendre cet appartement-là. Et en fait, donc du coup, j'achète cet appartement, donc je le paye 79 000 euros avec les frais de notaire et les travaux. Il me revient à 94 000 euros. Ah ouais. Ouais. Donc t'as tout fait toi-même. J'ai tout fait moi-même, voilà, optimiser tous les les coûts. jours, samedi, dimanche, ouais, j'ai vraiment tout optimisé. J'en ai fait une belle pépite, franchement, il était très joli. Et je l'ai revendu 120 000 euros, donc j'ai fait une première plus-value de 26 000 euros. Ok. Voilà. Pas mal comme Ouais, pour pas une mal. première Pour une opération. première opération, j'étais content. Ok. Et c'est là que ça a commencé À enchaîner. à enchaîner. Je vais juste revenir sur la partie, où, pareil, tu étais au lycée, où tu commences à faire ton CAP plomberie. T'as quoi comme rapport avec l'argent à ce moment-là? Alors, mon rapport avec l'argent, j'ai toujours eu le feu en moi de l'entrepreneur, parce que j'ai commencé le business à 14 ans. Donc à 14 ans, je prenais ma voiture sans permis, je faisais de l'achat-revente comment dire, d'habits, de Ouais. vêtements. Donc j'achetais, je revendais, j'achetais, je revendais. Pareil au lycée, en fait, donc à partir de là, à 14-15 ans, j'ai gagné mon argent. À 16 ans, je vais au lycée et j'avais vraiment pas envie de demander d'argent à mes parents parce qu'à ce moment-là, je gagnais plus parce que j'étais en internat là-bas. Donc j'avais pas envie de demander d'argent à mes parents et j'avais vu, on avait cours tout le temps de midi à 13h et les gens avaient tout le temps faim. À chaque fois, ils se plaignaient, mais on a faim, on a envie d'aller manger et tout. Donc j'étais à l'internat, le matin, je prenais des petites boîtes de céréales, Chocapic, Miel Pops, tout ça. Et en fait, je leur vendais, à midi et demi, ils avaient faim, je leur vendais 1 euro la boîte de Miel Pops et je me payais à manger le midi.
de ton Voilà. côté. Ouais, C'est de comme mon ça côté, que ouais. tu as commencé Ouais, un petit peu. Ouais. Et t'as manqué d'argent quand tu étais jeune, tu as eu une stabilité, parce que tu vois, on voit beaucoup d'entrepreneurs qui soit étaient dans la difficulté financière, soit avaient un bon niveau de revenu de par leurs parents et une stabilité à ce niveau-là. Alors moi sur la partie argent, j'ai jamais, disons, on a jamais manqué d'argent, Mhm. mais par contre j'ai vu mes parents énormément cravacher pour en arriver là. Je voyais mon père partir tous les matins et ma mère aussi à 6 heures du matin. Mon père rentrait à 18 heures le soir une fois qu'il avait fini son boulot. Il allait rénover la maison où ils sont actuellement de 18 heures jusqu'à 1 heure du matin. Il repartait Waouh. à 6 heures. Ouais. Donc j'ai eu Des voilà, grosses valeurs de ouais, travail des grosses valeurs de qui t'ont travail. transmises. Clairement, Ok. clairement. Des grosses valeurs de travail et surtout la valeur de l'argent. Ils m'ont jamais pourri gâté, ils m'ont toujours voilà, appris la valeur de l'argent et qu'il fallait pas faire n'importe quoi. Ouais, c'est génial. Donc, si on revient sur ton parcours, après avoir fait CAP plomberie, tu attaques en tant qu'agent immobilier, C'est ça. tu investis dans un premier bien et ensuite, Exactement. tu continues à investir. Alors, ensuite, directement après, je vois un dimanche soir, je vois un appartement sur un secteur que je connaissais pas forcément. Ce que je voulais là, c'était pas faire un achat-revente, mais c'était faire un appartement en location. Donc, pour commencer l'invest locatif, je vois un appartement dimanche soir, j'appelle la personne, elle me dit oui, j'ai 4 visites demain. Tu peux être sûr que j'ai pris la voiture, je suis parti. Il y avait 1 heure et demie de route, je suis parti. J'ai fait l'offre, il m'a accepté mon offre. Donc derrière, je fais les travaux. J'ai, je crois, 1 mois et demi de travaux où tous les matins, je pars, j'ai 1 heure et demie aller, 1 heure et demie retour. Je fais les travaux à ne pas faire, clairement. Ouais, c'est clair. J'en pouvais plus. Et du coup, après ça, je mets l'appartement en location et il a tourné pendant 3 ans. Enfin, Location courte tourne- durée? Oui, non, location longue durée. Longue durée, Ouais, ok. il tourne encore d'ailleurs. Et si tu veux, j'ai pris la décision de ne plus investir et de vraiment, pendant 3 ans, me faire réseau. Ok. Voilà. Et pourquoi cette décision? Pourquoi? Parce que je me suis dit, aujourd'hui, j'ai un petit réseau. Le jour où j'ai un gros réseau, je pourrais faire ce que je veux. Je Ok. pourrais ouvrir n'importe quel business, n'importe quoi. Quand tu as du réseau, pour moi, c'est vraiment primordial. Ok, c'est la chose première qui Pour fait moi, c'est qu'un la chose entrepreneur première. réussit, c'est son Clairement. réseau et sa capacité à l'entretenir, C'est à, ça. C'est à ça. s'en servir à bon escient. Exactement. Pour Ok. moi, c'est le réseau qui fait beaucoup de choses. Nickel. Et après, du coup, ce deuxième investissement-là, tu Je- recommences à travailler dans l'immobilier? Alors non, j'arrête le métier d'agent immobilier pendant environ 1 an. Je monte mon petit business dans les C'est bateaux. vrai. Donc location de bateaux à la journée avec skipper, pareil, bouée, wake, ski nautique. Les gens viennent, prennent, payent, ils sortent en mer. C'est moi qui conduisais donc. Et ils kiffaient toute la journée, ils rentraient le soir, ils avaient rien à faire. Ok. Donc ça, j'ai fait ça pendant 3 ans, tous les étés. Et donc la première année, je me suis consacré vraiment à 100% là-dedans. Même si c'était saisonnier, je me suis consacré à 100% et je me suis laissé du temps. Pendant 9 mois, j'ai rien fait pour me faire justement mon réseau et pour profiter. Et derrière, j'ai un ami qui a ouvert une agence immobilière. Et j'ai été lui donner un coup de main. J'ai dit, allez, je pense que c'est le moment de reprendre. Et c'est à partir de là où vraiment j'ai commencé à faire de la pure prospection foncière. Donc je marchais 10 bornes par jour. J'allais toquer aux maisons. Je me suis dit, allez, n'aie peur de rien. Rentre dans toutes les maisons, toque dans toutes les maisons. Et ça va t'apporter quelque chose. Je me suis fait débaucher au bout de 6 mois par une autre personne qui faisait justement du marchand de biens. Et ça m'a permis là d'ouvrir vraiment des portes. Et là, de commencer Et là de commencer vraiment. dans le vrai. Ouais. Ok. Clairement. T'as eu des échecs un peu entrepreneuriaux ou t'as eu parce que souvent, quand on commence une activité, c'est pas forcément la première qui réussit. Ouais. Comment ça s'est passé à toi sur tes projets? Alors moi, en parallèle, oui, du métier d'agent immobilier, j'ai développé une application avec des associés pendant 1 an et demi. Et cette application-là, elle n'est jamais sortie malheureusement. Pourtant, on avait donné beaucoup de temps, vraiment beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et avec des perspectives financières énormes, clairement. Et elle n'est pas sortie à cause de lois françaises sur les RGPD et tout ce qui va avec. Ouais. Donc c'est vrai que, alors je ne l'ai pas forcément pris comme un échec, mais bon, ça fait toujours mal de... C'est un apprentissage, mais t'as Ouais. passé beaucoup de temps, t'as mis beaucoup d'énergie à Exactement. développer. C'était quoi l'utilité de cette application-là? Alors l'utilité, pareil, c'était autour de l'immobilier, Ouais. c'était en gros de rémunérer les apporteurs d'affaires. Ok. Donc monsieur tout le monde pouvait gagner de l'argent. On avait tout digitalisé avec un système de contrat, avec pas mal de choses autour de l'apport d'affaires. Ouais. Et c'était vraiment intéressant et pour l'apporteur d'affaires, et pour la personne qui vend, et pour l'agent immobilier. Il y avait vraiment Un win-win Un sur la win-win. tripartie. Ouais. Ok. clairement.
Ça Et marche. pourquoi pas, je suis en train d'y réfléchir, pas de suite, hein, Ouais. mais pourquoi pas aller aux États-Unis parce que là-bas, ils adorent Mm. ce win-win et il y a beaucoup moins de lois sur les RGPD et tout ça. Il y a plus de Ouais, flexibilité, il y a plus de beaucoup plus de facilité. flexibilité. Ok, ça marche. Donc du coup, tu enchaînes donc, dans une autre agence immobilière. Exactement. Et est-ce que là, donc tu as fait une première vente dans une autre agence C'est immobilière. ça. Est-ce que là, tu arrives à vraiment fonctionner et à avoir un récurrent qui te permet de vivre de ce métier-là? Bien sûr. Alors, sur le métier d'agent immobilier, là, j'ai commencé vraiment à trouver des projets rentables, donc à vendre à des investisseurs. Ouais. Moi, quand je faisais le métier d'agent immobilier, je supportais pas les acheteurs. Ok. Donc, j'ai jamais fait d'acheteur. Pour moi, c'était trop volatile, ça, j'aimais pas, ça me plaisait pas. Donc, j'allais vraiment sur le terrain, je cherchais des mandats et on les vendait pour moi, quoi. Ok. Et donc, là, oui, j'ai réussi à gagner de l'argent. Et ensuite, peu à peu, je me suis fait le réseau et c'est là où ma première opération est arrivée, où j'ai dit, c'est celle-là, il faut que j'y aille et je vais aller au bout. Ok. Et Voilà. du coup, cette première opération, tu peux nous raconter un peu dans les détails comment tu la trouves exactement, combien elle coûte cette affaire? Alors, en gros, cette affaire, je la trouve via un agent immobilier qui me l'apporte. Ouais. Donc, on va sur les lieux, la maison est squattée par un squatteur depuis 5 ans. Ouais. Vraiment une très belle maison en plein cœur de Nice. C'était presque un hôtel particulier, magnifique. Mais la maison est vendue squattée. Donc là, je me dis, première OP, maison squattée, il y a beaucoup d'argent à mettre. C'est un risque, mais je le sens, j'y vais. Ok. T'avais Et trouvé un accord avec. J'avais trouvé un accord Ouais. qui n'a pas fonctionné au bout parce que j'avais trouvé un accord avec le squatter. Il m'avait dit qu'il n'y avait pas de problème, qu'il allait sortir, tout ça. Et au moment de sortir, en fait, moi, quand j'ai acheté cette maison-là, et entre mon compromis et mon acte de vente, j'avais déjà la revente du bien Ok. vide, donc sans le squatter. Donc moi, tout était beau, tout était rose, c'était top, je faisais une super marge. Et en fait, au moment de sortir, il m'a dit non, je ne sortirai plus. Je lui ai dit mais on fait comment? Ah mais je sortirai plus, vous pouvez faire ce que vous voulez maintenant, je connais les lois, j'ai des avocats, je sortirai plus. Bon ok, donc là plusieurs solutions, soit tu vas en justice mais ça coûte de l'argent et c'est long. J'ai appelé la personne qui me l'a acheté, je lui dis voilà, parce que c'était un professionnel, est-ce que vous me l'achetez squatté? Il me dit oui, je vous l'achète squatté mais je vous ampute de 100 000 euros. Ok. Allez, très bien, j'ai dit on signe, on y va Ouais. comme ça. T'avais quand même une petite marge. T'avais quand même. Oui, Tu l'avais j'avais- bien négocié. Ouais, bien j'avais acheté. bien négocié, ouais, j'avais plus de 30% de marge même comme ça. Ok. Ah oui. Ouais. Donc ouais. Donc, Ça non, valait le intéressant. coup, finalement, Voilà. même si 100 000 euros c'est énorme, Ouais. mais ça valait le coup de sortir de l'opération, au lieu Clairement. d'être bloqué pendant 2 ans, d'aller en justice, etc. Clairement. T'aurais fait mieux avec ce temps-là, quoi. C'est ça, là, le temps, ça m'a permis de sortir de l'affaire, de la vendre et d'aller voir Ok. d'autres opportunités. Et comment tu la finances cette première opération? Alors, cette première opération, c'est là où naît mon association. Donc, il y a pas mal d'argent à mettre sur la table. J'ai pas autant d'argent à mettre sur la table. Donc, ce que je fais, c'est que je vais voir une première personne, donc qui est David, qui a 53 ans. Je lui dis voilà, j'ai une opportunité, elle est vraiment sympa, elle est squattée, donc il y a un risque à prendre. Est-ce que tu me suis? Il me dit écoute, je te fais confiance parce que bon, il m'a connu dans mes années aussi où j'étais quelqu'un de plus virulent et plus moins focus boulot. Et il me dit écoute, je te fais confiance, on y va. Et en fait, il y a une deuxième personne, donc Mathieu, que j'avais connu 1 an et demi auparavant. Ok. En fait, donc chacun faisait, moi je faisais mon métier d'agent IMO, lui il était déjà marchand. Il faisait un peu ses affaires et tous les mois on entretenait une relation, on se voyait, on mangeait un bout, on parlait de nos affaires, voilà, où ça en est, parce qu'on avait 2 secteurs différents. Et je l'appelle et je dis écoute, j'ai tant à mettre sur la table, c'était vraiment une grosse somme, j'ai tant à mettre sur la table, est-ce que tu me suis? Je dis écoute Fabio, je te fais confiance, ça part de là. Il m'a envoyé une grosse somme en virement sans même un contrat, donc c'est à ne pas faire. Évidemment. Non, C'est à ne pas faire, mais par contre, ça aujourd'hui, montre la confiance qu'il a confiance en absolue. toi et ouais, quand tu pars comme ça, tu te dis ok, il nous est arrivé le pire dès le début. Ah ouais, La confiance, elle est passée. Ils m'ont fait confiance dès ce premier projet-là. c'est ça. Alors pour la suite, C'est ça, parce qu'en plus, C'est eux, ils m'ont hyper. fait confiance avec le bien, où j'avais un accord avec le squatter où il devait sortir. ouais, Donc derrière, on a eu le squat qui restait, ça nous a juste ultra forgé. c'est bien parce que ça aurait pu exploser à ce moment-là et te Ouais. dire mais Fabio, qu'est-ce que tu nous as fait quoi? Non, C'est- pour moi, une association, et on a tous le même... on voit tous pareil, une association, c'est pour le meilleur et pour le pire, c'est comme un mariage. Ouais. Si on doit partir à la guerre ensemble, on va à la guerre ensemble et on ira jusqu'au bout. Bon bah c'est génial. Ce premier projet donc c'est plutôt bien terminé. Très bien même. Et comment vous gérez aujourd'hui votre association entre vous trois? Alors aujourd'hui, disons qu'avec Mathieu, donc Mathieu, il a 10 ans de plus que moi, à peu près 8 ans de plus que moi, donc on est un petit peu plus le même profil, mais on a 2 secteurs différents. C'est-à-dire que moi, je suis plutôt entre Monaco
et Mandelieu, Monaco, Cannes. Ok. Et lui, il est plutôt sur la partie Saint-Tropez. Donc, disons qu'on est le même profil. Avec Mathieu, on est au téléphone tous les jours, on parle de nos projets, on fait voilà tout ça. Et David, c'est un profil, donc quelqu'un de plus âgé, qui a une boîte dans le bâtiment, qui est ingénieur travaux publics et ingénieur bâtiment. Donc, il est là pour nous aider sur les gros travaux. Il est là pour apporter aussi, disons, quand on va dans un rendez-vous et qu'on a une personne qui est plus âgée avec nous, ça nous aide vraiment sur Ouais, bien certains sûr. En rendez-vous. termes de crédibilité aussi. Clairement, Et puis sa boîte, ça fait longtemps qu'elle tourne et qu'elle C'est tourne ça. bien. c'est ça. Donc il est reconnu dans ce qu'il fait. Clairement, il est vraiment reconnu dans ce qu'il fait. Il est très sérieux, il est très carré, donc ça permet de faire. Je sais qu'il travaille aussi même pour des municipalités. Donc C'est ça. c'est même si c'est pas ceux qui payent le mieux les municipalités, mais c'est ceux qui t'apportent une crédibilité et un Clairement. tampon finalement. Donc pour après le reste de Clairement. tes chantiers. Clairement. Ok. Et comment vous répartissez, j'ai envie de dire, les tâches entre vous par rapport à ces projets? Alors, je pense que c'est pas là où on a la meilleure. Enfin, c'est pas là où on est le meilleur niveau Ouais. organisation. Ok. Mais si tu veux, en fait, on s'écoute vraiment. C'est-à-dire que si moi, demain, j'ai besoin de temps pour faire autre chose, ou voilà, pour faire autre chose, clairement, Ouais. Mathieu va prendre le relais inversement. Et par contre, sur les biens où on a, disons, des gros travaux ou des grosses problématiques, David prend la main et c'est lui qui vient nous C'est lui qui a épauler. géré. Ok. Bon, beaucoup de communication, du coup, c'est vrai Clairement. que l'association, c'est le plus gros effet de levier, mais c'est aussi la première raison de l'échec d'une société. Donc, c'est important, c'est vrai, de communiquer entre vous. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton marché à toi, du marché immobilier local, puisque tu travailles sur ce marché-là, qui est un secteur qui est un peu différent du reste de la France, quoi. Ouais, clairement. Donc moi, je travaille sur la Côte d'Azur, c'est-à-dire qu'on a un secteur qui est très cher au mètre carré. Alors tout dépend les endroits, mais en général très cher au mètre carré. On est sur un secteur où il y a beaucoup de concurrence, vraiment énormément de concurrence. Et donc le but, c'est vraiment de se démarquer pour avoir les opportunités en premier et aller jusqu'au bout. Comment tu te démarques des autres? Comment je me démarque des autres? Donc, comme je te disais, avec mon réseau. Donc, réseau d'agents IMO, réseau de notaires, voilà, diagnostiqueurs, avocats. Comme je t'expliquais, moi, j'ai vraiment une méthode qui est assez différente des autres. C'est-à-dire qu'un agent immobilier qui m'appelle pas en premier, je ne vais pas voir l'affaire. Je préfère, alors j'en loupe, je pense, des affaires. Mais par contre, quand je fais une affaire, souvent, elle est bonne. Et je suis pas stressé par le fait de me dire, on va faire des enchères avec un autre marchand. Non, j'ai pas le temps pour ça. Appelle-moi. Si je te dis oui, on va au bout des choses. Si je te dis non, ça sera non. Ok. Mais au moins, appelle-moi, je suis réactif. Si tu m'appelles, je serai là dans la journée ou en tout cas, je trouverai des solutions pour être ultra réactif. Et c'est comme ça que ça marche bien. Ok. Ton réseau d'agents immobiliers, comment tu as réussi à le constituer? Je l'ai constitué en fait clairement avec les opportunités, pas les opportunités, mais avec quand j'étais agent immobilier, tu parles avec des agents immobiliers, tu travailles avec et Ouais. tu vois ceux qui sont bons et ceux qui le sont moins. Donc moi, j'essaye j'ai gardé les meilleurs. J'ai pas beaucoup d'agents immo, j'en ai 3-4 qui m'apportent des affaires. Et c'est comme ça qu'on arrive à... Ah, c'est pas énorme, hein. Non, pas c'est énorme. vraiment pas Il y en a énorme. beaucoup qui font du volume en marchand et qui travaillent avec des dizaines d'agents immobiliers, voire des centaines. Moi, c'est vrai que j'en travaille pas avec beaucoup, mais déjà plus que ça quand même. Ouais. Et c'est vrai que c'est souvent les meilleurs, c'est ceux à qui tu réponds, même quand t'es aux toilettes. Et Exactement. il y a des personnes, quand elles t'appellent, tu dis, oh, faut que je réponde. Obligé. Elle m'appelle pour une bonne affaire, c'est C'est ça. sûr. Donc, il faut que je réponde. Et ouais, moi, j'en ai une dizaine quoi, à qui je fais confiance. Mais finalement, toi, c'est très, très fermé. C'est Et très fermé C'est des et- personnes à qui tu as énormément confiance, j'imagine. Énormément confiance. C'est des personnes, comme je te disais aussi, on essaye vraiment de casser la barrière. Ouais. Donc, tutoiement, alors bien sûr en demandant, mais j'essaye toujours de tutoyer très rapidement, de vraiment personnaliser la chose pour qu'on n'ait pas vraiment un truc de t'es mon client. Non, on n'est pas amis, mais on se connaît. On parle, au moins on peut tous dire s'il y a un problème, tu me le dis sur les biens, on peut les régler, mais dis-moi tout, on est transparent parce qu'à un moment donné, je vais le savoir. Donc Ok. autant qu'on gagne du temps, toi comme moi, et on va au bout des choses. Génial. Qu'est-ce qui te plaît dans la gestion des travaux? Tu le sais très bien, moi je déteste ça. En tout cas, gérer des travaux, j'adore voir des belles choses, etc. On arrive facilement à se projeter dans un bien quand on est dans l'immobilier. Mais gérer cette partie-là de travaux, moi ça me fatigue, ça m'ennuie déjà rien que d'y penser. Toi, c'est ta passion. Ouais, Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce qui t'anime? ce qui m'anime, c'est en fait rentrer dans un bien, me dire ok, aujourd'hui il est comme ça, comment déjà je vais pouvoir l'aménager pour qu'il soit beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Et derrière, c'est de me dire ok, là je vais aller sur Pinterest, je vais aller sur Instagram, je vois des choses vraiment jolies.
il faut que je fasse pareil. Ou en tout cas, il faut que j'arrive à hauteur de ce que je vois. Et ça, c'est vraiment ce qui m'anime. Partir d'un projet où il n'y a rien, où c'est clairement pas joli et que c'est moche, et arriver à un truc exceptionnel. Et là, c'est juste trop satisfaisant. Ouais. Comment Ouais. tu gères la gestion humaine des personnes qui sont dans les travaux? Alors moi, c'est pareil. J'ai une personne avec qui je travaille où je lui donne du boulot presque clairement toute l'année. Ouais. Ça se passe super bien. Si j'aime pas la personne, pas si j'aime pas, mais s'il n'y a pas de feeling avec une personne, je ne travaille pas avec. Il a beau m'apporter des bonnes affaires, il a beau être à bon prix, je ne travaille pas avec parce que ça marchera pas. Je mets vraiment l'humain en priorité sur tout. C'est l'humain. Si la personne en face de moi, ça se passe bien, il y a un bon feeling, je sais qu'on va faire des affaires. Ok. Si ça se passe mal, on va peut-être en faire une, mais ça va être un one shot. Et là, c'est pas intéressant. Moi, c'est vraiment, j'essaye de m'entourer de personnes assez jeunes parce que j'ai envie de travailler très longue durée. Donc vraiment évoluer avec ces personnes-là, qu'il y ait un win-win et qu'on soit tous gagnants. Ok. C'est quoi les typologies d'opérations que tu réalises avec ces personnes-là? C'est-à-dire avec les personnes... Non, pardon, les typologies d'opérations, c'est-à-dire division foncière, division de bâti, etc. Ouais. Et dans la rénovation, qu'est-ce que tu fais sur ton secteur? Alors moi, perso, sur mon secteur, aujourd'hui, c'est beaucoup de rénovation. Ouais. On a beaucoup moins de division foncière parce que tout a été coupé, redécoupé et encore découpé. Donc beaucoup de Il y en a rénovation qui sont de passés maison. par là avant toi, quoi. Ouais, il y en a qui sont passés. Je suis jeune, donc il y a du monde qui est passé Ouais. avant. Donc beaucoup de rénovation de maison, rénovation d'appartements, en sachant que je préfère quand même la maison individuelle parce que c'est beaucoup moins compliqué hein. En termes de copropriété, tout ça. En ce moment, on en fait, il y a toujours des problèmes, il faut toujours Ouais. se justifier, c'est compliqué. J'ai appris un autre truc grâce à tes stories, à Céline et Xenia qu'on embrasse évidemment. On ne peut pas faire de travaux à Cannes en juillet, en août, c'est ça? C'est ça. Alors tout dépend des copropriétés. On peut pas faire de travaux juillet-août, c'est-à-dire Ouais. qu'un coup de perceuse, un coup de visseuse, on va venir toquer chez vous. Ah ouais. Et j'avais un appartement aussi à côté de Monaco, donc on en a rénové 2. Et eux, on peut même pas faire de travaux juillet-août sur toute la ville. C'est même pas par rapport à la copro, c'est toute la ville interdit. C'est incroyable. C'est incroyable. Ouais. Donc ça, c'est à prendre en compte dans les projets parce que Ouais. c'est un portage qui va être plus long de 2 mois parce qu'on perd 2 mois de travaux. Et aussi, par rapport à quand est-ce qu'on va sortir notre affaire, ça peut être plus compliqué à vendre, disons, à partir de octobre que si on sort un projet en juin où il fait beau et où Ouais. là, c'est plus simple à... Ouais, il y a le calendrier à gérer parfaitement, quoi. C'est ça. C'était un dépassement de chantier de 2-3 mois, mais que finalement ça entame sur juillet-août. En fait, tu perds 5 mois et tu perds rapidement du temps. C'est ça, exactement. Ok. C'est quoi les typologies autres d'opérations que vous faites, à part donc, du coup la rénovation d'appartements et rénovation de villas individuelles? Alors aujourd'hui, on fait rénovation d'appartements, rénovation de villas individuelles, rénovation d'immeubles. Ok. Donc, ouais, rénovation d'immeubles. Donc mise en copropriété ou tu revends l'immeuble en Non, état comme ça? mise en copropriété. Ouais. Là, par exemple, je vais te parler d'une affaire en cours qu'on a eu l'offre acceptée hier. Ouais. Donc, c'est un immeuble qui a été abandonné depuis plus de 10 ans. Et en fait, si tu veux, il y a des planchers à reprendre, il y a la toiture à reprendre, il y a la façade à reprendre et les menuiseries à reprendre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre tout le gros œuvre, ce qui va faire peur à un particulier. On va mettre des plateaux bruts et on va revendre à des investisseurs ou des particuliers, mais en tout cas à des prix vraiment intéressants. Et avec tous les devis travaux, tous les plans d'aménagement, tout ça. Et eux, ils ont juste à acheter, valider le devis. Et derrière, ils ont leur affaire qui est sympa, qui tourne à 10% de renta. Donc chez nous, 10% de renta en longue durée, c'est vraiment intéressant. Ah bah, On va c'est être à clair. 9-10%, Mm. c'est vraiment intéressant. Ok. Et donc ça va partir vite à la commercialisation, ça Clairement. vendra facilement. Et j'imagine que votre boîte, la boîte de travaux de David et toi, par rapport à l'accompagnement, va potentiellement gérer la deuxième partie des travaux, le second œuvre. Exactement. Soit on va gérer la deuxième partie des travaux. Alors là, c'est un secteur où on est quand même on est à 1 heure de chez nous. Ok. Mais soit on va gérer la deuxième partie des travaux, soit on va proposer à des sociétés là-bas de faire les travaux. Mais oui, Ok. je pense qu'on va Sous-traitance, on va faire nos travaux ou alors on va faire de la sous-traitance. Génial. Trop bien. Ouais. C'est quoi ton objectif un petit peu avec David et Mathieu? Jusqu'à où vous voulez aller? Écoute, je pense qu'on n'a pas vraiment de limite, mais c'est vrai qu'on a un objectif en commun, c'est vraiment de devenir la référence dans la rénovation et la construction de villas très haut de gamme sur la Côte d'Azur, le Var, donc côté Saint-Tropez, tout ça, et faire des choses exceptionnelles. Comment on fait pour y arriver à cet objectif-là? Je pense qu'il y a beaucoup de boulot. Rester toujours le même parce que je pense que l'humain, les valeurs et voilà, valeurs, principes, toujours rester pareil, ne pas prendre la grosse tête, enfin vraiment bosser et beaucoup de boulot et je pense qu'on peut
On peut arriver On peut y à faire arriver. de très belles choses. Ok. Ouais. En termes de gestion financière, maintenant, pour venir sur une troisième partie, sur vraiment cette partie-là qui est compliquée quand on est entrepreneur, de se payer quand on seul, personnellement, comment tu gères tes finances perso et professionnelles? Est-ce que vous avez eu un accord avec tes associés? Comment ça s'est passé par rapport à ça? Alors nous, comment on a fait? Donc pour pas qu'il y ait de problème, on a chacun monté nos holdings au-dessus de la boîte et on remonte tous nos bénéfices sur ce holding-là. Ok, Et si derrière on a des affaires à faire, bon, on en a tout le temps, Ouais. on redescend des bénéfices pour mettre des apports ok. dans les affaires. Après, moi, comment je gère mes finances pro et perso? Là, en ce moment, je suis vraiment en train de m'endetter en perso pour avoir des revenus perso et ne pas toucher aux bénéfices de la boîte parce que la boîte, je veux vraiment que ce soit qu'on puisse vraiment avoir de l'argent pour derrière faire des grosses affaires. Faire une boule de neige et finalement se servir des bénéfices que vous faites des précédentes opérations pour payer les suivantes, C'est ça. etc. Et être autonome financièrement, le but c'est vraiment ça ou tu veux, ça te dérange pas forcément de dépendre d'investisseurs, de banques, etc. Non, ça me dérange pas parce que je pense qu'il faut pas aller en comptant sur toutes les opérations. Aujourd'hui, moi, je travaille avec beaucoup d'investisseurs privés. Donc, je leur prends de l'argent contre rémunération annuelle. Ça marche très bien. Pour moi, c'est la meilleure des solutions aujourd'hui parce qu'en termes d'administratif, il y en a beaucoup moins. En termes de rapidité d'exécution, c'est beaucoup plus rapide. Et tu fais gagner de l'argent à quelqu'un aussi. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. Après, les banques vont rentrer en compte aussi, clairement, parce que tu peux pas emprunter des 1000 et des 100 à des particuliers. Donc les banques, c'est aussi intéressant de travailler avec eux. Et moi, aujourd'hui, je ne travaille pas avec le crowdfunding. Voilà. Ok. Pour une raison évidente que c'est trop cher Ouais. ou d'autres raisons Non, je pense qu'aujourd'hui, pour moi, c'est trop cher. Ouais. Même si on fait des belles marges. En fait, pour moi, ça sera la dernière des solutions. Ouais. Voilà. Bon, c'est souvent le cas hein, quand on Mm. est marchand de biens, etc. Moi, j'ai pas encore non plus commencé, même si j'apprécie beaucoup Cédric O'Neill de chez Brix, qui Oui. est déjà intervenu dans le podcast, etc. Il y en a plein d'autres acteurs. On peut citer La Première Brique et Tokimo. Bien sûr. On connaît le fondateur aussi, nous personnellement, mais je suis comme toi. Je n'apprécie pas. Enfin, c'est compliqué à rentrer dans un business plan qu'il y ait autant de frais, puisqu'il y a les frais évidemment que vous voyez sur les plateformes hein, de crowdfunding, donc les fameux 8 à 11%, 12% annuels qui sont versés aux investisseurs. C'est ça. Mais en plus de ça, évidemment, la plateforme ne travaille pas bénévolement. Elle a des frais à C'est payer ça. qui sont logiques, mais du coup, ça monte rapidement. Je crois qu'on est entre 16 et 18, si je me trompe pas, non? Ouais, c'est ça, entre Je 16 pense. et 18 sur la plupart des. Ça dépend de la durée de l'opération, évidemment. Si on est sur une opération de 6 mois, on peut s'en sortir pour 11-12%, mais sur la globalité du coût. Mais sinon, c'est vrai que c'est assez Ça important. coûte de l'argent. Quand on voit qu'aujourd'hui, alors un marchand, disons, lambda qui fait ses affaires, il est entre 20 et 25%. Bien sûr. Il ne reste pas grand-chose derrière. Hein. Non, c'est sûr. Il Après, reste pas- ça dépend. Nous, on est à 20-25% en incluant les frais financiers, tu vois. Oui, Donc, c'est ça. voilà, ça dépend si tu les inclus ou si tu les inclus pas, Exactement. évidemment. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Ça devient cher et c'est plutôt pour des personnes qui sont néo-marchands de biens et qui n'ont pas de réseau financier. C'est ça. Et quand tu es marchand de biens, tu jongles avec beaucoup de différentes parties. Tu as les acquéreurs, les vendeurs, les agents immobiliers, géomètres, notaires et les investisseurs, les C'est financiers, ça, qu'il faut absolument penser à développer. Il faut avoir des contacts dans ce réseau-là. clairement. Comment tu gères ton réseau dans la globalité? Comment tu l'alimentes au quotidien? Alors, comment je l'alimente au quotidien? J'essaye de vraiment passer beaucoup d'appels, Ouais. de rester tout le temps en contact avec eux. Proche d'eux? Ouais, vraiment Ok. proche d'eux, on va se faire des petits restos, on va voilà, vraiment rester proche d'eux. Casser, comme je te dis, toujours cette barrière de on s'appelle que pour le business. Ouais. Si des fois, il faut que je t'appelle pour te dire comment tu vas, et je le fais avec plaisir, hein. Je le Ouais. fais pas que par intérêt, je le fais vraiment avec plaisir parce que du coup, tu noues des relations et puis tu viens à parler d'autres choses, tu vois que tu as des passions en commun, que tu as des choses en commun et du coup, ça devient vraiment quelqu'un que tu apprécies d'appeler. Et donc, du coup, ouais, je fais beaucoup comme ça. Ok. Je fais beaucoup comme ça. Et les investisseurs, au début, tu vas les chercher Ouais. et tu te rends compte que maintenant, tu as beaucoup de coups de téléphone. Écoute, Fabio, je vois que ça marche bien, que tu as pas mal de choses en cours. J'ai tant à investir, mon argent, il est en banque, il travaille pas. Appelle-moi si tu as besoin. Qu'est-ce qu'ils en pensent, tes proches, ta famille, tes amis, de ce que tu fais aujourd'hui? Alors, si on parle de mes proches, moi, mes parents, donc on n'en a pas parlé, on a parlé de mon père. Mon père, il est plombier. Ouais. Ma mère, Clairement. elle travaille en mairie. Donc mon père, il est seul, donc voilà, il est en entreprise individuelle. Donc c'est vrai qu'il n'est pas vraiment dans le monde de l'entrepreneuriat et ils ont du mal. Alors ils le comprennent, ils l'acceptent, mais ils ont du mal vraiment à se rendre compte de tout ça.
Mais ils sont fiers, et ça, je pense que Génial. c'est la meilleure des réussites. Quand tes parents sont fiers de toi, c'est juste génial. Et ensuite, mes amis, pareil, j'ai mes amis très proches qui me félicitent, qui me disent que c'est exceptionnel. Et du coup, le but, c'est vraiment de tirer ces personnes-là avec toi. Moi, mon but, c'est vraiment, voilà, on parlait de mes objectifs. Donc, mes objectifs immobiliers, c'est vraiment de construire de la villa de luxe, mais c'est aussi demain d'aider des personnes et de tirer des gens et des jeunes vers le haut avec moi plus tard. Ok, c'est un objectif perso, une Ouais, mission que tu t'es ouais, donnée par clairement. rapport à ça. Ouais, ouais. Et des proches à toi ou même pas forcément que Pas des proches, forcément, pas des que des gens. proches. Ok, Pas que des proches, c'est pour ça que quand on m'envoie des messages, même sur Insta et tout, si j'ai le temps, j'aide, il n'y a pas de souci, je réponds, enfin je veux dire, j'aime vraiment partager et donner, ouais, clairement. Donner pour recevoir en même temps, Ouais, c'est ça. une belle mission. Ok, est-ce que tu peux nous faire un topo sur tes différentes affaires que tu as en cours, les différents projets sur lesquels vous êtes actuellement avec Mathieu et avec David? Alors cette année, on va prendre sur un an au lycée, on a fait 4 appartements. Ouais. On a fait 2 appartements juste à côté d'Annecy. Ok. On a fait un appartement sur Antibes, donc dans le 06. On a fait un appartement à Sainte-Maxime, donc dans le Var. Et ensuite, on a fait, donc je parle vraiment que sur la partie pro, Ouais, sur la bien partie sûr. pro. Et ensuite, on a fait 4 maisons. Donc, on a fait une maison en plein centre de Paris. C'est génial ça. Ouais, c'est un top. beau projet que vous avez Ouais, fait là-bas. ouais, très beau projet. Je suis content parce que c'est un secteur qui donne envie, clairement. Donc, une maison dans le centre de Paris. On a fait une maison dans le centre de Nice, donc que je te parlais, qui était squattée. On a fait 2 maisons, enfin, on est en train, on les achète dans un mois, 2 maisons à Cannes. Ok, et donc Voilà. là, dans ces projets-là, alors à part, je crois que Paris, vous l'avez fait en flip, c'est-à-dire que Oui. vous l'avez acheté et revendu avec un permis accepté ou Non, même pas. Même On a réussi à, en fait, une Juste personne. une maquette 3D ou Ouais, on a fait une maquette 3D, mais c'était même pas intéressant parce qu'en fait, la personne voulait l'acheter avant les JO. Donc, elle nous a dit. Donc, en fait, ça a été compliqué parce que on a une première offre avec une marge qui est juste énorme. Ok. On se dit, waouh, c'est génial. Ouais. La personne, malheureusement, une personne de sa famille rentre à l'hôpital. Elle me dit, j'ai pas la tête à ça, donc j'annule cette offre-là. On a une deuxième offre, 100 000 € moins cher. Et, Ouais. Mais une marge très intéressante quand même. Ouais. Et elle nous dit, bon écoutez, je vais pas dessus parce que là les archis ils me parlent de prix, c'est énorme pour les travaux, donc je vais pas dessus par rapport à mon projet. Et ensuite on a une personne, encore 80 000 € moins cher, qui nous dit, écoute, moi j'ai une seule condition, c'est que dans 3 semaines je sois propriétaire. Donc vous envoyez la DIA, il répond dans 15 jours, la mairie de Paris, Ok. et j'achète une semaine après. Et ça s'est fait comme ça parce qu'en fait il voulait acheter avant les JO, faire les travaux avant les JO et louer pour les JO. Et il a réussi ou pas? Tu Bah, sais si c'est en cours C'est en cours de rénovation. Ouais. Ouais. Et Mais il que- va réussir, je pense. Ouais. Ouais, il va Waouh. mettre. En fait, il va faire une rénovation en 2 fois, un Ouais. petit coup de propre, les JO et tout ce qui va derrière avec. Et après, il Et après, il refera une clean, rénovation. nickel, ok, ça marche. Et tes autres projets, du coup, tes autres villas, c'est de la rénovation là que tu vas faire? Alors, oui, j'ai la maison de Nice, elle a été vendue. Oui. Et ensuite, les maisons de Cannes-la-Boca, oui. Alors, on a 2 maisons. On a une maison qu'on va rénover Ouais. et une autre maison qu'on est en train de revendre. Donc, intéressant pour un projet de résidence principale parce qu'il y a 80 000 € à dégager. Mais nous, ça nous permet en fait de la vendre. Donc, c'est soit on ira au bout, soit on va la vendre. On récupère cette trésorerie-là pour Ouais. faire les travaux de la maison d'à côté. Ok, ça marche. Voilà. T'as acheté les deux en même temps? C'était Oui, le même les deux en même propriétaire? temps. Le même propriétaire, c'est ça. Ouais, ok. Très bien. Succession. Ouais. Souvent là Ouais, qu'on fait les bonnes souvent. affaires, Ouais, non? c'est souvent là qu'on fait les bonnes affaires. Et Ok. après, voilà, j'ai d'autres offres en cours. J'ai une offre sur un terrain. Donc, pour te dire qu'on fait quand même un peu de tout, un terrain où là, le but, ce serait vraiment de poser un permis de construire et revendre le projet. Et on a une offre en cours sur un immeuble dans le Var où là, c'est le projet que j'expliquais tout à l'heure. Ouais. Et après, voilà, j'essaye à côté de m'endetter en perso parce que c'est là où je vais me dégager du salaire. Parce que je vais mettre en location, je vais me dégager du salaire et ça va me permettre de tout laisser dans la boîte. Et de vivre du coup de tes investissements perso C'est et ça. de faire une boule de neige avec tes investissements le- professionnels. Et Exactement. j'imagine que c'est la même chose parce que David il a sa boîte donc il n'a pas forcément C'est ça. besoin de ça non plus. C'est ça. Et Mathieu, pareil, c'est Il fait pareil pour quelques lui. projets à côté qui Exactement. lui permettent de vivre. Ok. Par rapport au marché immobilier, en 2024, on a vécu une année 2023 quasiment catastrophique dans presque toute la France. Comment vous l'avez vécu sur votre secteur et comment tu t'adaptes à ce marché-là qui est compliqué? On en parlait juste avant, on est le 12 juin aujourd'hui. Il y a 3 jours, il y a eu la dissolution de l'Assemblée nationale où les élections vont être faites à la fin du mois. Comment t'anticipes toutes ces tendances-là? Alors, comment j'anticipe? C'est vrai que le marché immobilier, il a clairement pris un coup. Alors, il a pris un coup en fait parce que
avant, on était sur un marché de vendeurs. C'est-à-dire que c'était vraiment le vendeur qui définissait le prix. Je parle post-Covid. C'est vraiment le vendeur qui définissait le prix. Là, maintenant, on est sur un marché d'acquéreurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a de la demande, enfin, on a de l'offre, on a vraiment beaucoup d'appartements à la vente, beaucoup de maisons à la vente, mais on n'a pas d'acquéreurs. Les acquéreurs, pourquoi ? Parce qu'ils écoutent les médias, les taux, ils sont montés à 4%, c'est compliqué d'emprunter, tout ça, c'est une réalité. Hein. Ouais, bien sûr. Mais aujourd'hui, 4%, en fait, pour moi, c'est juste 3-4%, c'est juste normal. Ce qui n'était pas normal, c'est Covid, 1,2, 1,3%, ça, c'était pas normal. Aujourd'hui, je pense qu'il faut s'adapter. Comme je dis toujours, achète maintenant, tu renégocieras plus tard. Si tu as une bonne affaire à acheter, achète-la. Et c'est vrai que on le voit sur des appartements qu'on a rénovés et qui sont pour monsieur tout le monde, le particulier, c'est plus compliqué à vendre. Par contre, quand on vend à de l'investisseur, là, ça va. Ça reste, Et sur les grosses villas, il n'y a pas eu trop d'impact? Ça a baissé un petit peu? C'est plus long à vendre? C'est quoi la tendance? Si, sur les grosses villas, par exemple, avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie, chez nous, on a beaucoup de Russes qui ont des très grosses villas qui se font saisir. Et du coup, il y a des bonnes affaires parce que nous, par exemple, on travaille avec des contentieux, tout ça. On récupère des dossiers, des dossiers qui sont saisis, bien sûr. Et là, il y a des bonnes affaires à faire. Ok. Il y a des bonnes affaires. Mais par contre, du coup, le marché du luxe, chez nous, il n'a pas vraiment pris de coup parce que eux, souvent, n'empruntent pas forcément. Ils ont de l'argent et du coup, c'est pas quelque chose qui est. Il n'y a pas de refus de Mais crédit, quand je dis de marché de luxe, en fait, c'est, disons, entre 1 et 3 millions, on a pris un coup. Au-dessus de 3-4 millions, il n'y a pas de problème. Ok. Voilà. Très bien. T'as une stratégie pour 2024 où tu te dis on va peut-être un peu moins acheter pour voir comment on va arriver le marché? Non, par contre, on va acheter 2 fois plus que l'année dernière. C'est quoi la stratégie? Alors, la stratégie, c'est d'acheter le maximum possible, mais d'acheter des produits liquides. Ça, c'est le plus important. On va vraiment acheter des produits le plus liquides possible où on peut gagner de l'argent et on va faire à côté une grosse pièce qui sera, elle, moins liquide, mais souvent le portage est long et donc on va pouvoir avancer dans le temps et ça va se décanter, c'est une certitude. Ok. Mais du coup, comme le marché aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'acquéreurs, on a vraiment la possibilité de négocier. Ouais, ok. Donc le but, c'est de faire des petites opérations qui vont vite et qui sont rapides et qui font du cash rapidement. C'est ça. Et une grosse où finalement, là, tu vas avoir par contre une marge des travaux, du beaucoup plus portage et une marge importante, beaucoup plus importante. Ok, ça marche. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les 5, 10, 15 prochaines années? Comme je te disais, hein, les objectifs que j'ai évoqués, donc de faire vraiment de la construction et de la rénovation de villas très haut de gamme, et d'arriver à un stade financier où je peux, disons, beaucoup plus déléguer mon boulot et aller aider des personnes qui ont besoin et qui commencent. Ok, Ouais, c'est clairement. pas mal, c'est une belle mission. Clairement. Écoute, pour clôturer le podcast, j'ai 2 dernières questions à te poser. La première, c'est est-ce que tu aurais un conseil à donner à un entrepreneur qui nous écoute aujourd'hui? Un conseil qui t'a toi impacté, qu'on t'a donné potentiellement ou que tu t'es donné? Écoute, se mettre dans la tête qu'il faut toujours foncer, avoir peur de rien. Toujours, je veux dire, des opportunités, il y en a. Allez démonter les portes, allez casser les portes. Vous allez voir, vous avez des portes derrière qui sont juste exceptionnelles. C'est vrai que plus j'avance et plus je me dis, mais jamais je pensais en arriver là. Mais en fait, à force de résilience et de boulot, de travail, et surtout d'être toujours aligné, je dis toujours être aligné à soi-même et à ses principes et ses valeurs et jamais déroger à ça. Et derrière, ça permet de faire des choses énormes. Ouais, c'est clair. Et c'est cohérent par rapport à tout ce que tu as dit juste avant dans le podcast. Tu as une résilience qui est folle et tu as un réseau aujourd'hui. On a pu le voir avec le séminaire qu'on a fait ensemble à Mougins, qui est dingue. Tu as réussi à créer et ton réseau te fait vraiment confiance. On le voit, qu'ils t'apprécient. Ouais. Ils apprécient tes associés aussi et ils ont confiance dans vos projets. Vous êtes, je pense, des hommes de parole. Vous faites ce que vous dites. Clairement. Et c'est peut-être là que vous faites la différence par rapport à d'autres. Oui, clairement, je pense que il faut toujours être de parole. Quand on dit quelque chose, on le fait, on va jusqu'au bout. Et si ça marche pas, il faut trouver des solutions, mais il faut toujours assumer et aller jusqu'au bout des choses. Ouais, ça c'est bien, c'est beau. Ouais. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut te contacter si on veut échanger avec toi par rapport à tous les sujets dont on a évoqué dans le podcast? Alors, vous pouvez me contacter via Instagram. Je pense que c'est le plus facile. Mon compte, c'est Fabio Gomes Immobilier, Gomes avec un S. Fabio Gomes Immobilier, et vous me contactez et avec plaisir, j'y répondrai. Merci beaucoup, merci Fabio. Merci Maxime. J'espère que l'interview vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à partager, à commenter. Et on se retrouve mercredi prochain à 10h pour un nouvel épisode.